Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 5 avril 2024. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. Small talk ce matin. Comment ça se dit en français, small talk? Petit langage, petite parole. Ici, c'était beau, le printemps, les vivaces, les bourgeons, les oiseaux, et puis vlan, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, 25 cm, même des endroits 30 à 35 cm de neige. La neige, la grosse neige collante, là, vraiment, vraiment, vraiment. C'est supposé être la dernière bordée de l'hiver. Mais bon, 300 000 personnes au Québec qui n'ont pas d'électricité ce matin, qui n'avaient pas d'électricité. Incroyable quand même, incroyable. Oh là là. Il y en a qui vont dire « Ah, on n'a pas assez de neige, mais c'est juste qu'on passe de... » Et puis demain, je pense qu'ils annoncent 10, 12, 15, 18 la semaine prochaine. C'est juste les variations de température sont vraiment inquiétantes. Bon. Mais je pense qu'on sait tous pourquoi. Alors, on commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Une nouvelle fonctionnalité débarque bientôt sur Xbox Cloud Gaming. Oui, Microsoft s'apprête à bouleverser votre expérience de jeu en ligne avec une mise à jour majeure de Xbox Cloud Gaming. En effet, le géant américain a annoncé l'arrivée imminente du support de la souris et du clavier sur son service de Cloud Gaming. Fonctionnalité très attendue par la communauté qui offrira une nouvelle dimension de liberté, de confort aux joueurs. Alors, fini le temps où vous étiez contraint d'utiliser une manette pour profiter de vos jeux favoris. Grâce à cette mise à jour, les membres de Game Pass Ultimate pourront profiter d'une large variété de jeux, y compris les dernières nouveautés comme Fortnite et Halo Infinite, en utilisant leur périphérique d'entrée préféré. Que vous soyez sur votre navigateur Internet ou sur votre PC, eh bien, vous aurez la possibilité de jouer comme bon vous semble. Cependant, pour l'instant, seuls les membres du cercle restreint des Xbox Insiders ont accès à cette fonctionnalité en avant-première, mais pas d'inquiétude. Les développeurs travaillent d'arrache-pied pour résoudre les problèmes connus. Cette nouvelle fonctionnalité s'inscrit dans la volonté croissante de Microsoft de miser sur le cloud gaming. Il se pourrait bien qu'à l'avenir, la firme de Redmond accorde autant d'importance aux plateformes dématérialisées qu'aux consoles traditionnelles. D'ailleurs, cette orientation vers le numérique ne se limite pas aux fonctionnalités. Récemment, des rumeurs ont fait état d'une potentielle Xbox Series X uniquement digitale après que Microsoft a été victime de fuite. Cela ne serait pas si différent de la version sans lecteur de disque de la PS5 que Sony propose déjà. En fin de compte, l'objectif de Microsoft est clair, rendre le jeu vidéo accessible au plus grand nombre. Que vous préfériez les manettes ou le combo clavier-souris, que vous soyez sur console, PC ou appareil mobile, Xbox Cloud Gaming vous offrira une expérience optimale. Alors, prêt à relever de nouveaux défis avec vos périphériques favoris, l'avenir du jeu vidéo se jouera peut-être dans les nuages. Mais une chose est sûre, Xbox compte bien vous y amener dans les meilleures conditions. LinkedIn veut devenir TikTok. Mon Dieu, je suis surpris. À l'heure actuelle, LinkedIn est le réseau social professionnel. Depuis son lancement en 2003, la plateforme a énormément évolué et compte aujourd'hui plus de 930 millions d'utilisateurs. Il y a quelques années, LinkedIn a été racheté par Microsoft pour plus de 26 milliards de dollars et s'offre des mises à jour régulières et des nouvelles fonctionnalités pour continuer sa croissance. Ce n'est vraiment pas surprenant d'apprendre que LinkedIn teste un nouveau feed avec uniquement des vidéos courtes. Depuis l'essor de TikTok, roi des vidéos courtes verticales avec un scroll infini, eh bien, plusieurs réseaux sociaux s'y sont mis. Comme Instagram et YouTube, il était donc temps que LinkedIn se laisse tenter par l'idée. Mais pourquoi donc? C'est Austin Null, Monsieur Null, N-U-L-L, Null, directeur de la stratégie dans l'agence d'influence McKinney, qui a repéré cette nouveauté sur la capture d'écran vidéo qu'il publie. Eh bien, on voit un nouvel onglet apparaître en bas de l'application.
Dans cette démo, l'onglet « Publier » se trouve en haut à droite à côté de la barre de recherche pour laisser place à cet onglet « Vidéo ». Dans ce feed, rien de bien novateur. L'utilisateur peut scroller encore et encore pour découvrir moult vidéos au format vertical. Il est possible d'aimer, de commenter et de partager les vidéos. Sans grande surprise, il sera question de carrière et de questions professionnelles et non pas de n'importe quel type de sujet. LinkedIn semble prendre simplement la température de cette idée avec une version bêta de cette nouveauté. Il reste à voir si le réseau social lance ce feed à plus grande échelle. Pour le moment, LinkedIn n'a pas précisé comment fonctionne l'algorithme de ce nouveau feed, mais on imagine que le réseau social se basera sur les intérêts de chaque utilisateur pour proposer les vidéos les plus adéquates. On sait d'ores et déjà que cette nouveauté devrait permettre d'augmenter la portée des utilisateurs du réseau social et de susciter encore plus d'engagement. LinkedIn semble assez convaincu de sa nouvelle fonctionnalité, étant donné que ce format est très populaire auprès des utilisateurs. Depuis son lancement, le réseau social professionnel a fortement évolué. Cela fait plusieurs années que de véritables influenceurs ont pointé le bout de leur nez sur la plateforme, partageant leurs conseils pour augmenter les vues ou le chiffre d'affaires ou pour être un meilleur entrepreneur. Alors, l'arrivée d'un feed de vidéos courtes comme TikTok devrait faire leur bonheur. iOS 17.4, eh bien, l'iPhone 12 profite d'une amélioration surprise. La mise à jour iOS 17.4 a introduit des changements notables pour tous, particulièrement pour ceux qui ont un iPhone 12 et pour les utilisateurs dans l'Union européenne. En Europe, la mise à jour permet maintenant de charger des applis depuis des boutiques tierces, d'utiliser d'autres navigateurs que Safari, de choisir des moyens de paiement mobiles alternatifs et de payer les achats in-app via d'autres services que celui d'Apple. Mais pour les propriétaires d'iPhone 12, la mise à jour iOS 17.4 a apporté une amélioration particulièrement bienvenue, la charge sans fil accélérée. Avant cette mise à jour, la charge sans fil sur l'iPhone 12 était limitée à 7.5 watts avec des chargeurs non MagSafe. Avec l'introduction de la norme QI2, eh bien, la vitesse de charge sans fil a été doublée, atteignant désormais 15 watts. Cette amélioration réduit considérablement le temps nécessaire pour recharger complètement l'appareil. Concrètement, cela signifie que vous pouvez recharger votre iPhone 12 de 0 à 100% en environ 2 heures au lieu de 4 heures auparavant. C'est un gain de temps considérable, surtout si vous utilisez votre iPhone régulièrement. Voici quelques exemples de chargeurs QI2 compatibles avec l'iPhone 12. Le Belkin Boost Charge Pro 3 en 1, le Anker PowerWave Pad et le SpyGen Stead iBoost Flex. N'oubliez pas de vérifier que le chargeur que vous choisissez est bien certifié QI2 avant de l'acheter. Pour les utilisateurs européens, eh bien, iOS 17.4 marque aussi un tournant. Conformité avec l'acte des marchés numériques DMA de l'Union européenne, cette mise à jour ouvre l'écosystème d'Apple de manière inédite, puisque les utilisateurs peuvent désormais télécharger des applications depuis des sources tierces, ce qui était auparavant impossible du fait de la politique stricte d'Apple en matière de boutique d'applications. En outre, la mise à jour permet l'utilisation d'un navigateur web basé sur des moteurs autres que WebKit, le moteur de rendu d'Apple. L'option de choisir des plateformes de paiement mobile tiers et des services de traitement de paiement in-app alternatifs est également une avancée notable, offrant plus de choix et de flexibilité. Le support du RCS chez Apple, eh bien, c'est cet automne. Après des années à snobber le RCS, Apple a été volontairement flou sur la disponibilité des SMS 2.0, se contentant de parler de 2024. Et Google a visiblement une idée plus précise sur la question. La Terre a tremblé en novembre dernier lorsque Apple a annoncé le support à venir du RCS, le Rich Communication Services, sur ses plateformes. La firme a
à la pomme a pendant des années refusé la prise en charge du standard dont le principal promoteur n'est autre que Google. Ce revirement spectaculaire qui est probablement le résultat d'une pression chinoise sera concrétisé dans le courant de l'année, a indiqué Apple, ce qui laisse une belle marge de manœuvre aux constructeurs. Google, peut-être dans le secret des dieux, laisse de son côté entendre que le RCS sera disponible chez Apple cet automne. Le moteur de recherche a revu son site web présentant le RCS. Il y est fait référence à Apple et au support du RCS pour l'automne. Mais cela reste très vague. Mais cette mention laisse penser que le standard sera une des nouveautés d'iOS 18 ou d'une version intermédiaire ultérieure comme iOS 18.1. Il peut tout aussi bien s'agir d'une erreur ou d'une mauvaise compréhension de la part de Google, alors on évitera donc l'enthousiasme débordant. L'intégration du RCS sur ces plateformes n'a rien d'évident pour Apple qui va travailler avec l'association GSM pour prendre en charge le profil universel du standard. Si le RCS permet de transférer des images et des vidéos en bonne qualité, alors meilleur qu'avec un SMS MMS, d'obtenir un statut de lecture et des accusés de réception, la question de la confidentialité se pose. Le profil universel RCS n'est pas aussi bien sécurisé que le protocole iMessage. Google assure le chiffrement de bout en bout des messages RCS, mais uniquement entre utilisateurs de Google Messages. Il est au moins une chose de sûre, les messages RCS continueront de s'afficher dans des bulles vertes. Bientôt, Apple CarPlay ne fonctionnera certainement plus dans votre voiture. Depuis son lancement, Apple CarPlay est devenu un élément incontournable dans la plupart des nouveaux véhicules, permettant aux conducteurs de connecter leur iPhone au système de leur voiture pour accéder facilement à la musique, aux messages, aux appels et à la navigation. Hélas, les nouvelles conditions imposées par Apple pour l'intégration de CarPlay semblent avoir poussé General Motors à reconsidérer cette fonctionnalité. La nouvelle version de CarPlay ambitionne de prendre le contrôle de plus d'écrans dans les véhicules, y compris les affichages numériques derrière le volant. Cette expansion permettrait à Apple d'accéder à des données cruciales telles que la vitesse, la puissance du véhicule ou encore le niveau de charge pour les voitures électriques. Si certains comme Porsche et Aston Martin ont accueilli favorablement ces nouveautés, eh bien General Motors les rejette. Le géant américain de l'automobile préfère en effet se tourner vers Android Auto pour ses futurs modèles électriques. Le constructeur justifie son choix par une volonté de ne pas dépendre exclusivement des smartphones des utilisateurs pour le fonctionnement de certaines caractéristiques de leur véhicule. Cette position a été révélée dans le cadre d'une action en justice opposant le gouvernement américain à Apple. Il y est question des exigences de la pomme concernant l'accès à tous les écrans et capteurs des voitures. Les implications de ces nouvelles exigences sont vastes. Elles soulèvent des préoccupations en termes de sécurité, notamment en cas de dysfonctionnement de CarPlay pouvant affecter la conduite. Les constructeurs craignent aussi que les données collectées ne soient utilisées par Apple pour développer ses propres projets automobiles. Cette situation expose un dilemme fondamental dans le partenariat entre les constructeurs automobiles et les géants de la technologie. Trouver l'équilibre entre offrir une expérience utilisateur améliorée et maintenir le contrôle sur les données et les fonctionnalités critiques du véhicule. La décision de GM de s'écarter de la solution d'Apple pourrait créer un effet de boule de neige dans le reste de l'industrie. Google Wallet qui devient compatible avec Apple Carte ou Apple Wallet. Google Wallet poursuit son évolution en élargissant son spectre de fonctionnalités pour offrir une gestion plus fluide des documents numériques essentiels. La récente mise à jour apporte la possibilité d'intégrer automatiquement des cartes d'embarquement et des billets de cinéma à l'application directement depuis les courriels reçus via Gmail. Cette fonctionnalité s'ajoute aux capacités existantes de l'application comme la numérisation de titres de transport et d'abonnement, soulignant l'engagement de Google à centraliser une variété de services numériques. L'automatisation de l'ajout de documents tels que les billets et cartes d'embarquement, facilitant ainsi la vie des utilisateurs en minimisant les étapes manuelles, pour l'instant restreintes à certaines chaînes de cinéma et compagnies aériennes, est prévu pour s'étendre progressivement. Malgré ces avancées, un élément clé manquait encore pour parfaire l'application. La prise en charge des fichiers PKPass standard chez les utilisateurs
de Apple Wallet ou de Apple Card. L'évolution constante de la technologie mobile nous pousse à repenser nos outils quotidiens, tels que les portefeuilles numériques. Dans ce contexte, Google fait un pas en avant vers une plus grande universalité. En se concentrant sur les fichiers PKPass, et Google entend intégrer un format largement adopté pour stocker et échanger des passes numériques, comme les billets d'avion ou de cinéma. Ces fichiers au cœur de l'application Carte d'Apple sont désormais en voie d'être reconnus par Google Wallet pour les utilisateurs Android, marquant un tournant majeur dans l'interopérabilité de ce type de service. L'incorporation du format PKPass dans Google Wallet transforme radicalement l'usage de l'application, surtout pour des scénarios tels que le stockage des billets d'avion ou des entrées de cinéma. Ils l'ont dit 10 fois dans l'article. Ah là là. Imaginons la facilité avec laquelle les utilisateurs pourront désormais ajouter leur place de concert ou carte d'embarquement directement dans Google Wallet. Pourquoi ne pas aller au cinéma dans un avion? Une petite parenthèse, simplement en téléchargeant un fichier PKPass. Cette amélioration rend l'application non seulement un concurrent plus sérieux face à Apple Card, mais augmente également sa valeur pour les utilisateurs cherchant une solution de portefeuille numérique véritablement intégrative et fonctionnelle. Google Chrome, une fonction cachée, active le mode sombre sur tous les sites. Sur Google Chrome, il est possible d'imposer le mode sombre sur tous les sites via un chemin détourné. Hackers. Certes, le navigateur propose déjà de paramétrer un thème sombre, mais celui-ci s'active seulement à l'échelle de l'application, comme la page d'accueil, la barre d'outils, les paramètres et les autres menus. Afin d'imposer des teintes sombres sur tous les sites que vous visitez, il est possible d'activer le flag, un petit drapeau, Auto Dark Mode for Web Contents. Ce dernier permet de venir à bout de la clarté aveuglante qui peut vite empoisonner votre expérience de navigation. Voici comment faire pour l'activer. Je vais un petit peu en détail, mais allez voir l'article sur plus de détails. Ouvrez le navigateur Google Chrome, saisissez Chrome //flags dans la barre d'adresse pour accéder aux fonctions expérimentales. Ensuite, dans le champ recherche, vous tapez Dark Mode et sélectionnez Enabled dans le menu déroulant de ce flag, de ce drapeau. Cliquez enfin sur Relaunch pour finaliser la procédure. L'effet sera alors instantané. Les pages habituellement trop claires adoptent désormais une teinte sombre dominante. Notez que l'option est également disponible sur Windows, macOS, Linux, Chrome OS et Android. Comme il s'agit d'une fonction expérimentale, il est possible que les résultats soient moins concluants sur certaines pages web. Si vous souhaitez désactiver ce paramètre, il vous suffit de répéter la manœuvre détaillée plus haut et de sélectionner cette fois-ci Disabled au lieu de Enable. À titre de rappel, voici la procédure pour activer le mode sombre à l'échelle de Google Chrome, qui est désormais la version 123. Sur PC, vous cliquez sur Nouvel onglet, Personnaliser Chrome. Vous sélectionnez ensuite le mode sombre dans le menu Apparence. Sur Android, ouvrez Chrome puis appuyez sur les 3 petits points. Ouvrez les paramètres, section Thème, activez le thème sombre. Et sur iOS, activez le mode sombre dans les paramètres généraux de votre téléphone. Chrome passera alors automatiquement en mode sombre. Les 2 prochaines actualités me font rager. Mais bon, je ferme la parenthèse. Facebook a espionné les utilisateurs de Snapchat. Et je cite, « Chaque fois que quelqu'un pose une question sur Snapchat, la réponse est généralement que parce que leur trafic est crypté, nous n'avons pas d'analyse à leur sujet. Étant donné la rapidité de leur croissance, il semble important de trouver un nouveau moyen d'obtenir des analyses fiables à leur sujet. Peut-être devrons-nous faire des panels ou écrire des logiciels personnalisés. Vous devriez trouver un moyen de le faire », a écrit Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, dans un courriel daté du 9 juin 2016. Ces équipes se sont exécutées le projet Ghostbusters, en référence à une évidente au logo de Snapchat, est alors né. Ce sont les révélations fracassantes issues de documents judiciaires mis à jour dans le cadre d'une action groupée de consommateurs à l'encontre de Meta en Californie pour parvenir à décrypter les données de Snapchat. Les ingénieurs de la société se sont tournés vers Onavo, un VPN que Facebook a acquis en 2013. Il a été fermé en 2019 lorsque les médias américains ont dénoncé l'utilisation du service pour espionner l'activité mobile d'adolescents en échange d'une rémunération.
Pour accéder aux informations de Snapchat, Meta a mis au point une attaque dite de l'homme au milieu qui consiste à intercepter le trafic Internet circulant d'un appareil à l'autre sur un réseau. Elle permet notamment de lire les données contenues dans celui-ci telles que les noms d'utilisateurs, les mots de passe et d'autres activités in-app. Grâce à des kits pouvant être installés sur des appareils iOS et Android, des utilisateurs, sans qu'ils ne sachent, Meta a pu mettre la main sur le trafic pour des sous-domaines spécifiques, accédant à du contenu pourtant crypté. Cette même technique a par la suite été utilisée sur d'autres services rivaux, Amazon et YouTube. Les faits pourraient enfreindre la loi américaine sur les écoutes qui prohibe l'acquisition intentionnelle des communications d'autrui. Il s'agit d'un nouveau scandale pour le géant des réseaux sociaux qui semblait avoir mis sa réputation sulfureuse de côté depuis son changement de nom en 2021. Dans une déclaration, un porte-parole de l'entreprise, bien sûr, minimise les faits, assurant que, je le cite, « Les revendications des plaignants sont sans fondement et n'ont rien à voir avec l'affaire. » Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Facebook a laissé Netflix lire vos messages privés. Et oui, au début des années 2010, Netflix a eu un accès aux messages privés de Facebook. Lorsque vous partagiez un contenu depuis l'application de streaming pour l'envoyer à l'un de vos amis sur le réseau social, elle avait techniquement accès à votre messagerie pour afficher l'historique et générer un message. De récents documents juridiques nous ont appris que le réseau social aurait permis à d'anciens partenaires comme Netflix ou même Spotify de consulter les messages privés de ses utilisateurs, les snoros. Dans ces documents, on apprend que Netflix a eu accès aux messages privés des utilisateurs de Facebook dès 2013. Ces révélations interviennent alors que Meta est dans le viseur de la justice pour ses méthodes anticoncurrentielles. Sur X, le porte-parole de l'entreprise se défend en expliquant, c'est le même que l'article précédent, « Ceci est totalement faux. Meta n'a jamais partagé les messages privés avec Netflix. » Il y a une drôle de voix, le monsieur. Comme le rapportent des personnes de BFM TV, Facebook a pourtant reconnu cette pratique dans un article de blog remontant à 2018. Dedans, l'entreprise répond oui lorsqu'on lui demande si des partenaires ont eu accès aux messages des utilisateurs. Alors rien d'étonnant puisque ce partage intervenait dans le cadre d'un partenariat entre Meta et plusieurs entreprises. Au début des années 2010, une nouvelle fonctionnalité permettait de recommander un programme Netflix à un ami, puis l'application en liant son compte Facebook. Alors, lorsqu'un utilisateur partageait du contenu depuis Netflix à l'un de ses proches, l'ami recevait un message privé généré par Facebook. Alors, comme l'explique BFM TV, la plateforme de streaming avait techniquement accès aux messages privés. Pour que les utilisateurs de Netflix puissent visualiser l'historique des messages Facebook depuis l'application de streaming, il fallait donc ce droit d'accès. Facebook s'était défendu d'un quelconque manque de clarté en expliquant que se connecter au réseau social depuis une application partenaire comme Netflix, faisait office de consentement sur le fait qu'elle puisse consulter les messages privés. Depuis, cette fonctionnalité a été supprimée face à un manque de succès auprès des utilisateurs. Rassurez-vous, Netflix ne peut plus lire vos messages privés ou quelconque application partenaire. Je sais que Messenger ont présentement déployé une mise à jour majeure d'encryption de bout en bout dans Messenger, mais avec tous ces scandales-là avec les années, j'ai zéro confiance dans Meta. Meta limite les recommandations de contenu politique sur Instagram et Threads. Les utilisateurs d'Instagram et Threads ont désormais la possibilité de restreindre les suggestions algorithmiques de publication à caractère politique. Une option qui, selon les confirmations de Meta, un média américain, est activée par défaut pour tous les utilisateurs lors de son déploiement. Il s'agit là d'une initiative qui témoigne une réelle volonté de redonner aux internautes un plus grand contrôle sur leur expérience de navigation. Mais qu'entend-on exactement par contenu politique? D'après Meta, il s'agit de tout ce qui est, je cite, susceptible de mentionner des gouvernements, des élections ou des sujets sociaux qui affectent un groupe de personnes et ou la société dans son ensemble. Une définition pour le moins large qui englobe finalement une grande partie des sujets d'actualité. Néanmoins, cette initiative laisse aux utilisateurs un plus grand contrôle sur leur expérience de navigation. Si vous choisissez de suivre des comptes qui publient du contenu politique, la plateforme ne souhaite pas
s'immiscer entre vous et leurs publications. En revanche, elle ne veut pas non plus recommander proactivement ce type de contenu provenant de comptes que vous ne suivez pas. Concrètement, activer cette fonction limitera la visibilité des publications politiques dans l'onglet Explorer, les Reels, les recommandations du fil d'actualité et les suggestions d'utilisateurs à suivre. Même si cette option est activée par défaut, les utilisateurs conservent la possibilité de la désactiver dans les paramètres d'Instagram sous l'onglet Contenu suggéré. Il suffit alors de choisir entre limiter ou ne pas limiter le contenu politique provenant des comptes non suivis. Toutefois, opter pour la restriction ne signifie pas pour autant un embargo total. Comme le précise une note sous l'option, vous pourriez tout de même voir apparaître occasionnellement des sujets politiques ou sociaux dans vos suggestions. Le choix effectué s'appliquera à la fois à Instagram et à Threads. Si certains y voyaient un moyen de se préserver d'une surexposition à des sujets clivants, d'autres pourront craindre un appauvrissement du débat public. Quoi qu'il en soit, cette fonctionnalité témoigne d'une prise de conscience de la part des géants du web face à leurs responsabilités dans la modération des contenus. WhatsApp, votre compte sera suspendu si vous n'acceptez pas ces nouvelles conditions. À l'approche du 11 avril, les utilisateurs de WhatsApp sont confrontés à un changement majeur qui pourrait affecter leur utilisation quotidienne de l'application. WhatsApp, le service de messagerie populaire utilisé par des millions de personnes à travers l'Europe, est sur le point de mettre à jour ses conditions d'utilisation et sa politique de confidentialité. Ces modifications sont une réponse aux nouvelles réglementations de l'Union européenne, en particulier le Digital Services Act et le Digital Markets Act, qui pourrait entraîner la suspension des comptes des utilisateurs qui ne les acceptent pas. Les nouvelles conditions d'utilisation mettent en lumière plusieurs points clés, notamment des informations supplémentaires sur les directives et politiques définissant ce qui est autorisé ou non sur WhatsApp, la possibilité pour les utilisateurs d'envoyer des messages vers des applications tierces soutenues par l'UE et des précisions sur l'utilisation des chaînes WhatsApp. L'un des aspects les plus notables de cette mise à jour est l'option donnée aux utilisateurs d'interagir avec des applications tierces. Cela signifie que vous pourrez, si vous le souhaitez, envoyer des messages depuis WhatsApp vers d'autres applications prises en charge, élargissant ainsi les possibilités de communication au-delà des frontières de l'application. Un autre changement notable concerne les transferts de données internationaux. Pour les utilisateurs situés dans la région européenne, WhatsApp s'appuiera sur le nouveau cadre de la protection de la vie privée entre l'UE et les États-Unis, assurant ainsi une meilleure protection des données transférées. En plus de ces mises à jour, WhatsApp ajuste également l'âge minimum requis pour utiliser son service de messagerie, le faisant passer de 16 à 13 ans à partir du 11 avril 2024. Cela rendra WhatsApp accessible à un public plus jeune, tout en soulignant que les récentes modifications apportées au chiffrement de bout en bout des messages et appels personnels ne changeront rien pour les utilisateurs. Pour continuer à utiliser WhatsApp sans interruption, il est donc crucial de revoir et d'accepter ces nouvelles conditions avant la date limite du 11 avril. Sinon, WhatsApp précise que les utilisateurs verront leur compte suspendu. Notez que WhatsApp supprimera aussi les comptes de ceux qui utilisent des APK non officiels. Alors vous êtes prévenus. Discord, la publicité arrive dans la messagerie. En mai 2015, un nouveau service de VoIP gratuit voit le jour. Son nom ne vous est sûrement pas inconnu puisqu'il existe encore aujourd'hui après avoir gagné massivement en popularité au fil des ans, Discord. Mêlant désormais messagerie instantanée, appel audio et vidéo ou encore diffusion en direct de ses sessions de jeu, la plateforme créée par le développeur et entrepreneur américain Jason Citron, Monsieur Citron, n'est plus seulement utilisée par les gamers à qui elle s'adressait à la base. Avec le temps, certaines sociétés s'en emparent pour en faire leur outil de communication interne, tandis que d'autres personnes y ouvrent des communautés sur tous les sujets sans rapport avec les jeux vidéo. En mars 2024, on estime que Discord, c'est plus de 200 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Pour générer de l'argent, Jason Citron, plusieurs fois répété, qu'il ne voulait pas recourir à de la publicité. C'est pourquoi la principale source de revenus de Discord est son
abonnement payant Nitro qui offre quelques avantages sur la version gratuite. Il a rapporté environ 192 millions d'euros en 2023, une somme visiblement insuffisante. Selon The Wall Street Journal, Discord va commencer à diffuser de la publicité dans les prochaines semaines. La décision fait suite au licenciement de 17% des employés de la société en janvier dernier. En interne, les pubs ont un nom, les quêtes sponsorisées, et une forme bien particulière. Elles seront affichées dans le coin inférieur gauche de l'écran et ciblées en fonction des jeux auxquels vous jouez, votre âge ou votre localisation. L'idée est qu'elles permettront aux utilisateurs de gagner des récompenses en se diffusant en train de jouer des jeux au titre mentionné dans la pub et en accomplissant certaines tâches dans celui-ci. Il faut qu'au moins une personne vous regarde pour valider la quête. Discord indique que les publicités pourront être désactivées dans les paramètres, mais on imagine que ça sera réservé aux utilisateurs payants pour l'abonnement Nitro. Ceux qui ont pu voir des exemples indiquent qu'elles sont peu intrusives. Il faudra patienter un peu avant de se faire une idée. Le CEO de Tesla annonce une pénurie mondiale de l'électricité. Il ne se passe pas une semaine sans que le grand Elon ne fasse une déclaration qui va à l'encontre des intérêts de Tesla. Plus récemment, Elon s'est illustré lors de la Bosch Connected World, une conférence où celui-ci a annoncé une prochaine pénurie de l'électricité à l'échelle mondiale. Selon Musk, la demande en électricité se fait de plus en plus importante, au point que dès l'année prochaine, l'offre n'arrivera pas à combler les besoins croissants de l'humanité en ce qui concerne cette énergie. Celui-ci met notamment en cause l'utilisation importante de l'IA, mais aussi de la mobilité électrique. Oh là là! Mais le fait que le CEO de Tesla mette le doigt sur un problème en partie causé par les voitures électriques, alors que celui-ci est le plus grand vendeur de cette technologie à travers le monde, c'est tout de même bien étrange. Étrange, M. Musk. Évidemment, si Elon est prêt à lancer un message d'alerte, alors que le dit message est plutôt à l'encontre de ses intérêts personnels, c'est qu'il y a de quoi se faire du souci. Selon lui, si l'on veut continuer de progresser dans le domaine de l'IA, ainsi que dans le domaine de la voiture sans émissions polluantes, il va falloir agir immédiatement. Pour cela, Musk préconise d'investir dans les technologies de stockage d'énergie, des réseaux électriques et plus globalement dans ce type d'énergie. On reconnaît plus ici le discours de l'homme d'affaires qui a évidemment tout intérêt à ce que les infrastructures électriques soient suffisamment performantes afin de réaliser la transition entre les voitures thermiques et les voitures électriques. En tout cas, il est sûr qu'il va falloir rapidement agir afin d'éviter que le monde ne se retrouve privé de lumière. Des débris de l'ISS tombent sur sa maison et traversent son toit. Imaginez la surprise d'Alejandro Otero en rentrant chez lui, j'ai une bonne prononciation espagnole, en rentrant chez lui et en découvrant un objet de près d'1 kilo ayant traversé son toit et ses 2 étages. La cause, un débris provenant de la Station spatiale internationale ISS. L'incident s'est produit fin mars en Floride. Heureusement, personne n'était présent au moment de l'impact. Filmé par une caméra de sécurité, l'heure de l'enregistrement correspond étrangement à celle du retour sur Terre d'un débris spatial de l'ISS, selon le US Space Command. Et je le cite, « J'étais en état de choc. J'en revenais pas. Quelle est la probabilité que quelque chose atterrisse sur ma maison avec une telle force et cause autant de dégâts ?» a déclaré Alejandro. Loin d'être une roche extraterrestre, il s'agissait a priori de batteries usagées de la station, initialement prévues pour un retour contrôlé. Suite à des retards, la NASA a dû les larguer en 2021 pour une rentrée atmosphérique non maîtrisée. La plupart de ce type de débris se désintègrent dans l'atmosphère à cause des températures extrêmement chaudes, atteignant plusieurs milliers de degrés. Heureusement, dans ce cas précis, seul un fragment métallique a résisté et atterri chez M. Otero. Toutefois, l'objet en question ne rentre pas dans la catégorie habituelle des débris spatiaux. La masse totale du module contenant les batteries était de plus de 2,5 tonnes, comparable à un grand réfrigérateur. De tels objets, souvent des satellites hors service ou des étages de fusée, effectuent généralement des rentrées contrôlées. Cet incident met en lumière d'une certaine façon la problématique grandissante des déchets spatiaux en orbite.
Avec la multiplication des lancements de satellites et l'essor de l'industrie spatiale, le nombre de débris en orbite ne cesse d'augmenter. Cela accroît les risques de retombées incontrôlées sur Terre, pouvant menacer les infrastructures et même la sécurité des vols habités. Heureusement, l'incident d'Alejandro Otero n'a fait aucun blessé, mais il pourrait servir de signal d'alarme. Les agences spatiales internationales devront renforcer leur coopération pour mieux gérer les déchets de l'ère spatiale. Cela passe par le développement de technologies de nettoyage orbital et la mise en place de protocoles plus stricts pour limiter la création de nouveaux débris lors des lancements. « 96% d'efficacité, les nanospikes, l'arme fatale contre les virus. Une équipe de l'Institut royal de technologie de Melbourne, RMIT, en Australie, a travaillé pendant 2 ans à la confection d'un matériau révolutionnaire. Celui-ci est destiné à sécuriser laboratoires, hôpitaux et autres environnements sensibles où l'asepsie est primordiale. Au premier regard, ce nanomatériau apparaît comme un miroir noir complètement plat. À l'échelle microscopique, il se révèle être une surface mortelle pour les agents pathogènes. Pour concevoir ce matériau d'un nouveau genre, les chercheurs se sont inspirés de la composition structurelle des ailes de certains insectes, dont les cigales et les libellules. Les surfaces de celles-ci, lorsqu'on les regarde de plus près, présentent des nanostructures naturelles. Les nanostructures sont déjà citent des objets de taille nanométrique, des trous, des plots, des pistes, souvent disposés sous forme de réseaux périodiques, selon la définition de technique de l'ingénieur. Elle protège ces insectes en agissant comme une véritable lame au niveau microscopique, capable de percer et de détruire des agents pathogènes, des spores fongiques, des cellules bactériennes, etc. En s'inspirant de cette structure, les chercheurs ont développé une surface de silicium recouverte de nanospikes, des pointes très fines et acérées, comme des rasoirs pouvant cibler et neutraliser complètement les virus. Cette surface s'avère être efficace notamment contre les cellules du virus HPIV3, un pathogène responsable de maladies respiratoires telles que la pneumonie, le croup ou la bronchite. Il arrive à détruire 96% de ces cellules en perforant leur enveloppe virale et en bloquant ainsi leur reproduction. Si le matériau est produit à grande échelle, il pourrait réduire la dépendance des méthodes de stérilisation aux désinfectants chimiques. Et concevoir cette surface recouverte de nanospikes n'est pas à la portée de tous et son processus de confection est plutôt compliqué. Afin d'arriver à ce résultat, les chercheurs ont soumis une plaquette de silicium à un bombardement ionique, un procédé qui s'est déroulé au Melbourne Center for Nanofabrication et qui a permis à cette plaquette de se doter de cette structure si particulière. Le bombardement a permis de créer d'innombrables pointes, les nanospikes, épaisses d'environ 2 nanomètres et de 290 nanomètres de haut. Elles sont environ 30 000 fois plus fines qu'un cheveu humain. Alors, vous irez voir l'article, on peut le voir dans une capture, on voit clairement les virus qui ont été embrochés sur les pointes. Tout l'intérêt d'un tel matériau réside dans sa capacité à éliminer les pathogènes par action mécanique et non chimique. Parce qu'à force d'usage intensif des désinfectants chimiques dans certains milieux médicaux notamment, il existe de plus en plus de bactéries et de virus entièrement résistants à ces produits. On pourrait imaginer ce matériau appliqué dans divers dispositifs médicaux, textiles, murs, sols ou systèmes de filtration de l'air. On ne sait pas encore, mais ces nanospikes pourraient être également efficaces contre une gamme plus large d'agents pathogènes, y compris les bactéries et les champignons. L'approche des scientifiques du RMIT, combinant biomimétique avec des technologies de fabrication de pointe, s'est avérée payante. Elle pourrait très bien marquer un tournant dans le domaine de la prévention des infections, surtout lorsque l'on sait que nous connaîtrons sûrement à l'avenir des pandémies bien plus virulentes qui n'a été celle de la COVID-19. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien, c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur linktr.ee/audiophile. Il y a même une section nommée Docu, le rendez-vous tech d'Audiophile intégral avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu de l'épisode.
Ah oui, c'est vrai, ça a l'air qu'en podcast, il faut parler à une personne et pas à l'ensemble des auditeurs et auditrices. Alors, j'espère que tu as apprécié le contenu que je t'ai livré aujourd'hui entre tes deux oreilles. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile, ASMR, qui sait. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao à toi.